la structure de la dialectique. Ces premières remarques permettent de mieux saisir la structure même de la dialectique dans les deux parties que nous avons évoquées, à savoir la partie transcendantale et la partie formelle. Il n'est pas ici question de retracer l'ensemble du développement de la dialectique et de l'analyser. Avant d'en venir à des analyses de détail, nous nous contenterons d'en dégager le mouvement général dans la mesure où il nous permet de faire ressortir tout d'abord deux moments essentiels. Le problème du rapport entre la finitude de la conscience de soi et la théorie de la pensée réduite au jugement et au concept, car tout n'est pas également capital pour notre étude, et il nous suffit au départ de tracer la composition globale de la dialectique. Nous orientons principalement notre démarche sur l'exposé de 1814. 1. Le but de la dialectique, la visée de la dialectique, est d'élaborer le savoir, et elle n'a en ce sens affaire qu'à la pensée pure, celle qui cherche le savoir pour le savoir. Pour cela, il faut pouvoir accéder au principe du savoir qui nous permette de distinguer avec toujours plus de pertinence ce qui est vrai et ce qui est faux. Et vrai et donc et savoir, nous l'avons déjà dit, la pensée qui non seulement s'accorde avec l'être pensé, mais dont la concordance est le résultat d'un processus de pensée identique dans les sujets pensants. Cette double caractéristique du savoir oriente le mouvement de la dialectique, qui n'est donc pas exclusivement celui de la remontée régressive vers les principes du savoir, mais également la progression vers l'établissement du savoir dirigé par ces principes, c'est-à-dire la construction du savoir. Ce double mouvement définit les deux parties de la dialectique, la définition du savoir et de la pensée. Pour aller vite, nous dirons que la théorie de la connaissance de Schleiermacher s'appuie d'abord sur Kant, en affirmant que tout savoir effectif résulte d'une collaboration entre l'entendement et la sensibilité, la fonction organique, sensibilité, et la fonction intellectuelle, raison. L'activité de la fonction organique, sans aucune activité de la raison, n'est pas encore une pensée. L'activité de la raison, lorsqu'on la pose sans aucune activité de l'organisation, ne serait plus une pensée. La fonction intellectuelle, les principes d'unité forment la pensée, alors que la fonction organique en fournit la matière comme source de la variété. En 1811, Schleiermacher reste proche de Kant. Qu'est-ce que la pensée? Toute pensée provient de deux éléments, un élément formel et un élément matériel. Le dernier, toute pensée repose sur une fonction organique. Le premier, cette fonction est recueillie dans une forme qui engendre un savoir, ou le contraire d'un savoir. La raison forme donc les concepts. Elle est spontanéité alors que les sens sont remplis par leur ouverture sur une autre chose, c'est-à-dire se fondent sur l'être affecté. La sensibilité et réceptivité ainsi cause concomitante de la pensée, plus même les impressions qui nous affectent sont quelque chose d'actif, et Schleiermacher en parlera du conatus universel qui se trouve dans le chaos. Dans la connaissance, ces deux pôles ne sont pas séparés, même si l'un des deux peut dominer. La pensée est marquée par la dominance de l'activité intellectuelle et donne le concept, la perception par celle de l'activité organique et procure l'image, alors que l'intuition représente un équilibre des deux. Il convient de remarquer que cette reprise de la théorie de la connaissance kantienne relativise radicalement l'opposition. À ces deux modes de connaissance, l'idéal pour la raison et le réel pour l'organique, correspondent deux modes de l'être, l'idéal et le réel. Les deux pôles de la connaissance ne peuvent être isolés que dans une perspective transcendantale, puisque dans la réalité, nous ne les rencontrons que mélangés. La distinction entre les pôles conduit directement, d'après Schleiermacher, aux limites de la pensée dans lesquelles il n'y a plus pour nous de savoir. Il s'agit du concept de Dieu dans lequel toute activité organique est niée, et du chaos, qui ignore toute activité intellectuelle. Cette relativité de l'opposition manifeste dans l'oscillation joue ici comme ailleurs dans la dialectique un rôle déterminant pour l'importance de l'herméneutique. Car en effet, si toute connaissance est entre deux, cela exclut deux choses. D'une part, l'aboutissement dans le savoir absolu, ce dont nous avons déjà parlé, et d'autre part, l'idée d'un commencement absolu. Dans l'entre-deux, nous sommes dans l'opposition. Dans un domaine se trouve à la fois une certaine familiarité avec quelque chose qui nous est toujours déjà transmis et quelque chose qui nous est étranger. Le cercle dans lequel se trouve prise la pensée est donc analogue au cercle de la compréhension toujours situé entre l'universel et le singulier, cercle qui définit toute compréhension et tout savoir comme provisoire. La pensée est donc dans l'oscillation entre les deux limites que sont Dieu et le chaos.
La possibilité du savoir repose sur l'identité des activités de la pensée et de la sensibilité en des individus différents. Cette identité est un présupposé de l'idée de savoir. L'hypothèse de l'identité de l'organisation et de la production ainsi que celle de l'identité linguistique pour ce qui est de la formation des concepts. Or, cette identité, dans la réalité, n'est jamais absolue, mais toujours relative. Il n'y a pas de savoir pur dans la réalité, mais seulement des sphères concentriques différentes de la communauté de l'expérience et des principes. La proximité et la distance de Kant sont ici immédiatement patentes. Il n'y a pas de perception qui ne soit empreinte de raison, de même qu'un concept n'a de sens lorsqu'il est rempli par une perception, un contenu d'expérience. La raison pure, jamais ne peut se manifester. Ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément la conscience de la réalité du langage qui est la négation de la possibilité de l'accès à la raison pure. On lit dans la dialectique, dans sa transcription de 1822, la raison elle-même ne devient pour nous-mêmes un objet qu'au moyen de l'organisation, à savoir le langage. Mais l'idée est très claire dès 1814. Aucun savoir ne peut être considéré comme absolument identique dans deux langues, pas même chose et A égale A. C'est que toute pensée déterminée, se manifestant a besoin d'un moyen de communication, le langage, qui la relativise immédiatement. Dans la dialectique, on doit donc supposer l'identité possible du savoir, sans quoi savoir n'aurait aucun sens. Bien que nous le sachions relatif, toute pensée est linguistique, ce qui relativise bien entendu la prétention de la dialectique elle-même, et on est en droit de se demander si la réflexion accomplie par le dialecticien peut avoir une prétention à validité universelle. Schleiermacher connaît l'objection et affirme parfois que stricto sensu, la dialectique n'a de sens que dans un champ linguistique limité. C'est là ce qu'énonce le second paragraphe de l'introduction à la dialectique de 1833. La dialectique ne peut revendiquer une validité universelle dans une seule et même forme, mais doit tout d'abord être établie pour un cercle linguistique déterminé, et l'on doit par avance reconnaître qu'elle doit être à des degrés divers, établie différemment pour tout autre. Voir, comme l'affirment les cours de psychologie de 1830, qu'il existe des langues où la philosophie et la spéculation ne se développent pas sous la forme de notre dialectique, mais dans des séries d'images plus poétiques. Voilà qui, une fois de plus, démontre la nécessité dialectique de l'herméneutique. Seule l'herméneutique pourra sauver le sens même de l'entreprise dialectique. Le concept et le jugement, la distinction entre la raison, principe d'unité, et l'organisation, qui fournit la variété du sensible, était établie au plan de la théorie de la connaissance. Elle est à la base de la distinction des formes logiques, dans lesquelles la pensée se manifeste à nous comme savoir, le concept et le jugement. Le savoir comme pensée n'existe sous aucune autre forme que celle du concept et du jugement. Cette délimitation des manifestations du savoir se retrouve tant dans l'éthique, concept et proposition sont deux formes fondamentales sous lesquelles se rencontre en nous tout savoir, que dans l'herméneutique, où nous avions déjà noté plus haut le recours à Platon. Ne garder que sujet et prédicat, concept et jugement. Le concept comme produit de la raison fixe une unité permanente en établissant la connexion entre des caractéristiques ou prédicats. Le jugement, qui est une connexion entre concepts, s'appuie davantage sur la sensibilité et détermine le concept en révélant sa variété, c'est-à-dire la structure. On comprend alors que le concept et le jugement se conditionnent réciproquement, puisque le jugement exige un élément permanent et uni des concepts. Car même les perceptions singulières ne peuvent entrer dans le jugement qu'après leur élaboration linguistique. En un concept, Schleiermacher donne des exemples concernant tant de concepts de sujets. Cette flamme est blanche, cette flamme est subsumée sous le concept de flamme que des concepts de prédicat blanche, même comme représentation sensible immédiate, et donc susceptible de maintes modifications. Il s'agit donc déjà d'un concept. Cela permet à Schleiermacher de conclure que la perfection du jugement dépend du degré d'élaboration du concept, qui est d'autant plus parfait qu'il est individuel, c'est-à-dire déterminé. Le jugement, cette flamme blanche, est plus parfait que le jugement quelque chose de blanc se montre ici, auquel il manque le concept déjà formé dans le premier. Le concept en retour a besoin d'être déterminé par le jugement, car ce dernier en est la genèse, comme activité de subsomption. Ce n'est qu'au moyen des jugements que l'on retrouve l'inscription d'un concept donné dans le système des concepts qui correspondent à ce qui est,
concept et jugement renvoyant réciproquement l'un à l'autre, on a affaire à un cercle logique dans lequel celui qui veut comprendre et savoir est toujours déjà impliqué. En essayant d'unir ainsi une logique du concept et une logique du jugement, Schleiermacher cherche à concilier la métaphysique platonicienne et leibnizienne du concept avec la philosophie kantienne du jugement. Épistémologie, logique, ontologie. Épistémologie, logique et ontologie sont intimement liées chez Schleiermacher. L'introduction à l'éthique de 1816-17 déclare à l'instar de tous les développements de la dialectique, savoir et être ne sont pour nous qu'en relation l'un avec l'autre. L'être est ce qui est su, et le savoir c'est quelque chose de ce qui est. Soulignons-le pour nous, car il atteste que ce mélange est humain. Les extrêmes, le savoir pur qui est Dieu ou l'être pur qui est chaos, comme dit la dialectique, échappent à notre connaissance. Nous sommes toujours au milieu. C'est pourquoi, conformément au poème de Parménide, personne ne dira qu'il sait ce qui n'est pas. Il n'y a de savoir que de l'être, sans quoi on sombre dans le doute, le scepticisme absolu. Cette proposition est une condition de possibilité de la pensée même. Celui qui la nie risque de ne rien penser, c'est-à-dire de ne pas penser. On ne peut qu'exiger que chacun prenne conscience de cette proposition. Pour celui qui voudrait en nier la nécessité, toute la déduction qui suit, celle de l'éthique, n'aurait aucune vérité. Transparaît à nouveau ici une variation des exigences kantiennes en matière de connaissance. L'être et le savoir ne se rencontrent que dans une série d'apparitions liées, dit-on dans la dialectique. Cette unité est ailleurs précisée en sa complexion éthique. La pensée doit être égale à l'être, de même que l'être doit être égal à la pensée. Le premier de ces énoncés sert de principe et de mesure à toute activité du penser, le second à toute activité du vouloir. Vouloir et penser sont ainsi intimement liés dans la volonté de savoir. Par suite, la logique et la philosophie formelle n'est pas une science. Sans la métaphysique, la philosophie transcendantale, et sans la logique, la métaphysique ne peut pas prendre d'autre figure qu'arbitraire et fantastique. Il y a, disions-nous, pour Schleiermacher, une unité originelle du transcendantal et du formel. La dialectique tenant compte de ces deux aspects reflète alors en son mouvement le mouvement du cosmos. Elle est à la fois théorie de la connaissance et ontologie. Concept et jugement. Tout jugement est, d'après nos remarques précédentes, la réunion de l'identité et de la différence, puisqu'il relie un concept à d'autres. On remarquera qu'un concept étant défini par une somme de caractéristiques, de déterminations ou d'attributs, Schleiermacher est conduit dans son système à nier l'importance de la différence kantienne entre jugement synthétique et jugement analytique. Dans la mesure où le jugement présuppose le concept, et plus précisément le concept du sujet, il n'y a que deux types de jugements, à savoir des jugements proprement dits, qui énoncent dans le prédicat quelque chose qui n'est posé que selon sa possibilité dans le concept du sujet, et des jugements impropres qui énoncent quelque chose qui est posé de manière déterminée dans le concept du sujet. Lorsqu'un concept est complet ou parfait, il comprend toutes les caractéristiques, c'est-à-dire les prédicats potentiels qui pourraient lui être rattachés. Une idée est parfaite lorsqu'elle est entièrement déterminée, et alors on ne peut rien lui ajouter. C'est bien là ce qu'elle est chez Platon et aussi chez Leibniz, où la monade est grosse de tous ses possibles. La référence à Leibniz peut être ici intéressante pour éclairer cette théorie logique de Schleiermacher. Le concept en effet correspond à la définition leibnizienne de la substance individuelle. Nous pouvons dire que la nature d'une substance individuelle ou d'un être complet est d'avoir une notion si accomplie qu'elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée. La notion individuelle, ou écéité d'Alexandre le Grand, H-E-2-C-E-I-T, E accent aigu d'Alexandre le Grand, contient sa victoire sur Darius et Porus, ou le mode de sa mort, même si ses attributs, par exemple mort naturelle ou mort par poison, ne se découvrent pour nous que par l'histoire. De ce fait, en retrouvant Schleiermacher, puisque la victoire sur Darius et Porus n'ajoute synthétiquement rien au concept d'Alexandre le Grand, il n'y a donc pas de pur jugement synthétique pour ce qui est du concept complet. En paraphrasant encore Leibniz, on pourrait dire que tout concept est plein de l'avenir et chargé du passé. Quand chacun tout est conspirant et qu'un regard divin, il pourrait lire toute la suite des choses de l'univers. A l'inverse, eu égard au concept incomplet ou en cours de formation, il n'y a pas de jugement purement analytique, car dans l'histoire du concept,
tout peut dépasser un moment déterminé. Il peut y avoir un concept d'homme où le prédicat mortel n'est pas encore posé. La distinction entre jugement analytique et jugement synthétique est donc supprimée au bénéfice de la seule distinction entre concept parfait et concept en devenir, c'est-à-dire en cours de formation. En fait, le jugement analytique n'est pas un authentique jugement, il est simplement la description de l'extension d'un concept. C'est bien pourquoi, mais Schleiermacher ne le relève pas, Kant appelle les jugements analytiques des jugements explicatifs, qui se contentent de décomposer par analyse, et les jugements synthétiques des jugements extensifs. La distinction est donc moins fausse qu'inutile, et il n'y a pas lieu, d'après Schleiermacher, de la conserver. Mieux vaut opposer concept et jugement. Si tout jugement est pour nous la réunion de l'identité et de la différence, et en ce sens synthétique ou extensif, c'est qu'il rend par là, selon Schleiermacher, la structure de l'être lui-même, qui a en l'unité de son être une diversité de caractéristiques, une foule de différences. En cela tient le parallélisme entre la structure de la connaissance, la structure logique et la structure ontologique, qui habitent tant les images de la fin du livre 6 et du début du livre 7 de la République que la métaphysique leibnizienne. La correspondance entre les formes logiques et la constitution ontologique est explicite dans la dialectique 1 au concept qui est une unité flottante d'universel et de particulier, correspond dans l'être l'opposition entre la manifestation et la force. Toute manifestation étant celle d'une force qui lui est supérieure, et toute force étant à son tour la manifestation d'une autre force encore supérieure. Toute force substantielle peut être considérée comme phénomène, et tout phénomène comme force. Seul Dieu ne peut plus être inscrit dans ce système, ce en quoi Schleiermacher s'inscrit en faux par rapport à Spinoza et à la philosophie de la nature qui, selon lui, a tendance à faire de Dieu une universalité vide, une formule abstraite, comme simple principe, ou à l'inverse, le finitise en le transformant en une chose intuitionnable, comme manifestation. La conviction portant sur la déité ne se trouve donc pas dans la même série que la conviction portant sur l'opposition de la force et du phénomène dans l'être. Or, seul le retrait de Dieu de la série de l'être permet de conserver sa transcendance. Au jugement qui est toujours connexion, correspond dans l'être le système d'action réciproque des choses, la structure générale de la cause et de l'effet. Pour l'établissement de cette analogie, Schleiermacher s'appuie sur la structure de la proposition, c'est-à-dire du jugement, toujours composé d'un sujet et d'un prédicat. Le verbe, quant à lui, est assimilé au prédicat, à ce qui est affirmé d'une chose, car il en est, selon Schleiermacher, la forme primitive. Dès l'herméneutique de 1809-1810, ou la dialectique de 1811, il peut ainsi faire l'économie de la copule. Seul le verbe est la forme simple du prédicat. Les adjectifs sont tout d'abord dérivés du verbe. Le verbe est l'expression originelle du prédicat, c'est-à-dire l'état d'une action ou d'une passion. Dans la mesure où le jugement est authentique, il doit être en partie synthétique et représenter la relation effective des choses entre elles, à savoir un agir ou un pâtir. L'être qui correspond au jugement est la coexistence des choses au moyen de laquelle chaque chose est en l'autre et en elle aussi bien produit que subi par elle. 3. Puisque concept et jugement se déterminent réciproquement, tout être fini se résout, aussi bien dans le système de cause et d'effet que dans le système des formes substantielles. Et c'est le même être qui correspond à la forme du jugement et à la forme du concept. Schleiermacher pense pouvoir ainsi concilier Parménide et Héraclite et retrouver la synthèse platonicienne de l'éléatisme et de l'héraclitéisme. Il est donc tout aussi vrai que l'ensemble de l'être est immobile et que l'ensemble de l'être est dans un flux perpétuel. Il est intéressant, vu notre approche de l'herméneutique, de noter que le Schleiermacher cherchera une confirmation de sa théorie de la connaissance dans le langage lui-même, dans la structure même de la proposition. Le concept, en effet, contient et fixe ce qui est permanent. On remarquera que le plus souvent, Schleiermacher use du terme das Beharrliche pour désigner la substance, l'inflexible, le persistant, l'immuable, la persévérance ou la permanence. Ce terme est précisément celui par lequel Kant désigne le schème de la substance, première catégorie de la relation. On sait que Kant opère un déplacement de l'idée de substance du plan ontologique au plan transcendantal, marqué par la simple correspondance entre la catégorie, son schème, et le principe, au premier jugement. À la substance correspond le schème qui en révèle la constitution temporelle. Le schème de la substance est la permanence du réel dans le temps, c'est-à-dire la représentation de ce réel.
comme d'un substrat de la détermination empirique de temps en général, substrat qui demeure donc, pendant que tout le reste change, le principe qui énonce la constitution rationnelle du schème de la substance est le suivant. Dans tous les phénomènes, le permanent est l'objet même, c'est-à-dire la substance. Mais tout ce qui change ou peut changer appartient simplement au mode d'existence de cette substance ou de ces substances par suite à leur détermination. En reprenant cette notion de permanence, c'est bien ce caractère transcendantal de la substance qui importe d'abord à Sternmacher. Quant au jugement dont le concept ne peut se passer, il remet perpétuellement les concepts dans le flux des nouvelles corrélations.